Tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'élimination du Brésil face à la Croatie. C'est pas facile, c'est une journée assez compliquée. Donc, on est là, on va en parler en bonne et due forme, en fond, en fond et en large. Donc, commençons tout de suite. Donc, comme je l'avais déjà dit dans une des vidéos, la Croatie par rapport au Brésil, il y avait un gros déséquilibre euh, et que tout se jouerait au milieu de terrain. Le milieu de terrain, je pense que c'était l'espace où tout le jeu était concentré. Et le jeu de la Croatie était basé sur une possession, mais vraiment une possession un petit peu, même stérile. Quand la Croatie a la possession, mais toutes les opportunités de but viennent du Brésil. Donc, ils ont un tir cadré sur tout le match. Tu joues 120 minutes, tu n'as que 9 tirs, dont un cadré, et qui n'est même pas cadré. Parce que, au fait, je pense que si la balle passe, soit ça monte, soit ça va directement sur Alisson. Donc, il n'y avait même pas de but, au fait. Et là, c'est la déviation de Marquinhos qui fait rentrer la balle. Donc pour nous, c'est quelque chose qui, pour nous fans du Brésil, c'est quelque chose que je sais qui est difficile à avaler. Bon, et moi, dans cette vidéo, donc j'aimerais déjà saluer la Croatie pour un très beau match. Ils ont 51% de possession de balle, nous on en a fait 49. Mais quand même, la Croatie a quelque chose de plus. C'est l'une des meilleures défenses après le Maroc. C'est la deuxième meilleure défense de la compétition. Ils ont le meilleur défenseur central de la compétition, Josko Guardiola, et ils ont gagné de la compétition. Donc, franchement, on va pas se mentir, c'est pas une honte d'être sorti face à la Croatie. C'est juste que c'est la manière dont on est sorti. Moi, je pense que il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Et là, je parle bien sûr de l'entraîneur Tite. Tite, je comprends que face à la Croatie, que tu mènes 1-0 et que tu penses pouvoir gérer. Mais je pense que, parce que pour certains entraîneurs, fermer le jeu, c'est un aveu de faiblesse. Et je pense que c'est peut-être la mentalité de Tite. C'est pour ça qu'il a refusé de fermer le jeu. Quand j'ai vu à la deuxième période de la prolongation il fait monter Fred et il fait monter Fred et Fred et Alexandro. Je pense que là c'était, on va dire, il va essayer de gérer le 1-0. Mais je pense qu'il fallait, au lieu de monter Fred, il fallait fermer le jeu en montant Bruno Guimaraes, un défenseur, un milieu défensif très solide et très dur sur l'homme. Quand la Croatie commençait à faire des changements offensifs, ils ont sorti Brozovic, c'est-à-dire leur maestro, leur premier relanceur devant la défense. Ils font rentrer Mager, qui est un numéro 10, et ils sortent Sosa, le latéral, un défenseur. Il faut rentrer un attaquant Orsic. Donc là déjà, on voit que la Croatie commence à libérer l'espace derrière. Et je pense que Tite, il s'est dit que si la Croatie se jette, ils vont pouvoir contrer. Mais je pense que ça, c'était l'erreur à ne pas faire. Parce que la Croatie, ils vont t'emmener là où ils veulent t'emmener. Quand dès la première minute du jeu, on voit que la Croatie veut nous emmener en prolongation et ensuite au tir au but. Et quand on a marqué le but, on voyait que c'était le coup de massue. Ils ne s'attendaient pas à encaisser. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat. Ils ne s'attendent pas à encaisser en deuxième période. Quand on marque le but, il faut fermer le jeu. On est en prolongation. Il n'y a aucune nécessité d'aller chercher 2-3-0 ou 2-1. Non, on ferme le jeu, c'était fini. Malheureusement, on n'a pas eu la maîtrise, on va dire, tactique de faire les bons changements. On a fait les bons changements au bon moment. Bon, pour certaines personnes, non. Mais moi, Militao, je ne le sors pas. Je ne le sors pas, je monte Guimaraes, je passe à une défense à 5, je monte un autre défenseur, je monte Alves par exemple, je sors Anthony, je monte Alves, je passe à 5 derrière, je mets Guimaraes et Casemiro devant la défense, je fais descendre Rodrigo et Rodrigo avec Neymar sur devant les 2-6 avec la capacité de se projeter et Pedro devant en point d'appui. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait jouer en 5-2-2-1. Donc c'est pour fermer le match. Mais ça n'a pas été le cas. Donc bon, bref, on sort comme ça. Mais bon. Maintenant déjà, par rapport au changement de Tite. Tite, il m'a fait des changements que je n'ai pas trop compris. Déjà, quand tu sors Vinicius, euh, quand tu me sors Richard Lisson, tu me sors Rafinha. Rafinha, je peux comprendre par rapport à son match, il a été très pris sur son côté. Donc, à la fin, le Brésil passait que sur le côté gauche.
Et les attaques en première mi-temps venaient de Vinicius et de Neymar et des combinaisons. Ils essaient de passer parce que tu pouvais que passer par des combinaisons face à une défense aussi basse. Maintenant, quand tu vois ça, Vinicius, il fait face à, je pense, au meilleur latéral droit après Hakimi de cette compétition. Djovakovic, c'est le latéral droit de Celtic Glasgow. Donc, c'est un latéral qui a rencontré Vinicius déjà 2 fois dans la saison. Et on peut voir sur les images que je vais vous montrer là maintenant. On voit un marquage. Il donne une distance à Vinicius. C'est parce qu'il sait que Vinicius ne va pas. Parce qu'il connaît Vinicius. Il a déjà joué Vinicius 2 fois dans la saison. On peut voir ça sur la deuxième image. Il y a toujours un petit espace. Et cet espace-là, c'est ce qu'on appelle l'espace d'exploitation. C'est-à-dire qu'il va utiliser cet espace pour couvrir Vinicius en cas d'accélération. Et si il y a une combinaison et que la combinaison rate, il a assez d'espace pour se projeter tout en se protégeant de la couverture que Vinicius pourrait faire s'il veut se projeter en avant. Et il a débordé sur le côté en tout temps. Il a fait une première mi-temps de maître. Il a super bien joué. Franchement, le deuxième meilleur latéral droit de la compétition. Pour moi, la Croatie, le Maroc, c'est la 2 meilleures défenses. Et déjà, une Coupe du Monde, c'est une chose que beaucoup de gens peut-être oublient. Mais une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. C'est-à-dire que tu as 3 matchs de poule et 4 matchs d'élimination directe. C'est-à-dire que tu as 7 matchs pour être champion du monde. Tu ne viens pas en essayant de mettre des tôles à chaque match. Parfois, tu gagnes avec des 1-0. Un bon 1-0, c'est ce qu'il faut. L'Espagne est championne du monde avec le plus beau football pratiqué durant le 21e siècle, pour certaines personnes. Eh bien, il n'y avait que des 1-0. L'Espagne-Allemagne, c'est 1-0. Même la finale, c'est 1-0. Il gagne face à, je ne sais plus qui, je pense, dans l'Allemagne, il y avait l'Allemagne. Avec qui d'autre? Mais c'est 1-0. Il n'y avait que des 1-0. Après la phase de poule, ils ont fait 1-0 huitième, 1-0 encore, 1-0 en demi, 1-0 final. C'est comme ça. Parfois, la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Concentre-toi sur tes 7 matchs. Tu passes la phase de poule. Si tu ne mets pas de tout la phase de poule, arrivé dans les phases d'élimination directe, tu joues défensif, tu manques ton but et tu fermes le jeu. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est pas ce qui a été fait. Malheureusement, on est sorti comme ça. L'Argentine, par exemple, c'est un exemple simple. Eux, ils savent défendre. Et ça se voit. Ça se voit. Ils savent défendre. Ils sont jamais inquiétés en défense. Même si tu vois que parfois c'est un petit peu fébrile, ils sont jamais inquiétés. Depuis le premier match, ils ont corrigé certaines choses et tout a changé. Voilà, c'est simple. Pour être champion du monde, il faut savoir défendre. La France gagne en 2018 avec un football ultra défensif. Ils arrivent face à la Croatie qui joue un football ultra défensif. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu penses que tu vas arriver en Coupe du Monde et jouer un football ultra offensif pour être champion du monde, tu ne pourras pas. Non. La Coupe du Monde, c'est 7 matchs et tu dois jouer défensif. Dans les choix de cité, comme je l'avais dit, les changements, bon, ok, maintenant, tu sors Vinicius. Je comprends. Okay. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi ils sont Vinicius. Je comprends parce que tu veux exploiter l'intelligence de Rodrigo sur les phases de combinaison, tandis qu'au contraire de Vinicius qui lui c'est l'explosivité. Donc tu perds en explosivité pardon, quand tu sors Rafinha et Vinicius et tu fais rentrer Rodrigo et Anthony. Bon, je pense qu'Anthony c'est plus pour commencer pour l'explosivité que tu perds avec Vinicius, mais je suis désolé. Anthony, il peut être il peut être un bon joueur. Il a beaucoup de talent. Il a un grand futur qui l'attend. Mais pour le moment, Anthony est trop fantaisiste. Il faut du réalisme. Dans la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. C'est pas une coupe que tu joues chaque année. C'est-à-dire que là, tu viens avec Bia, c'est vrai. Anthony, moi je dis que quand tu mènes 3-4-0, c'est à ce moment-là que tu le fais rentrer. Lui, il vient, il essaie de provoquer en permanence. Et c'est pour ça que au marquage, il n'y avait que Perisic sur lui, parce que Perisic le connaît très bien face de la première ligue. Donc, il y avait Perisic qui était sur lui en permanence. Et Anthony, je pense que sur l'action du but qu'on prend, c'est Anthony qui perd un ballon. Casemiro n'arrive pas à temps. Je pense qu'il essaie de se remettre le ballon à Thiago Silva. Thiago Silva est un petit peu trop loin pour rattraper la balle. Donc, ça fait que la Croatie, le Croate a récupéré le ballon, lancé en switch et ça a permis cette contre-attaque. Et Petkovic avec sa chance pour son premier tir de la Coupe du Monde. Un tir, un but. Donc, c'est ça. Mais comme je le dis, c'est des changements que moi, je perds avec Vinicius. Je monte Rodrigo à la place de Rafinha et je garde
Parce que je pense que l'explosivité de Vinicius, à la fin du match, il nous a manqué quelque chose. Anthony, comme je le dis, c'est trop fantaisiste. Il est trop dans le dribble. Parfois, tu as besoin de joueurs réalistes. Euh, quand tu. Prenons l'exemple de Ronaldinho. Ronaldinho, c'est Neymar, par exemple. Neymar. N'allons pas toucher au GOAT, à l'un des GOAT. Restons dans cette équipe-là. Neymar, par exemple. Neymar, il est fantaisiste. Mais Neymar a changé quelque chose dans son jeu, c'est qu'il est devenu réaliste. C'est-à-dire que quand il doit tirer, il va tirer. Il va chercher des combinaisons, il va trouver les espaces, et dès qu'il trouve l'espace, soit il exploite en faisant une passe, soit il exploite en tirant et en prenant son temps. Rafinha, c'est la même chose. Rafinha, tu vois, c'est le joueur qui va tout essayer de toujours rentrer sur son pied gauche et tenter la frappe. Vinicius, c'est l'une des choses qu'il a amélioré dans son jeu, ça fait 2 ans, qui force le respect du jeu de Vinicius maintenant, c'est que oui, il accélère, oui, il tente beaucoup, mais en même temps, Vinicius maintenant, il a ce qu'on appelle le sang-froid du buteur, ou qu'il travaille, et ça se voit, et franchement, qu'il a une progression nette. Quand on voit le but qu'il met face à la Corée, il prend son temps. Vinicius, avant, il rate ça. Ça, c'est sûr. Là, c'est un but plein de sang-froid. Il prend son temps et il dose le ballon au deuxième poteau. Et c'est la même chose pour la passe qu'il fait pour le but de Paqueta face à la Corée. Il voit l'action, il prend son temps. Il n'est plus aussi fantaisiste, comme je dis. Il est plus dans le dribble, dans le m'as-tu vu. Maintenant, il prend son temps, il fait la louche parfaite pour Paqueta qui vient, qui claque son but. Donc, c'était ça. Donc, Tite. Bon, maintenant adieu, on te reverra plus et sans regret. Euh, les regrets qu'on peut avoir pour ce Brésil, c'est Neymar. Tu égalises Pelé, ben en fait, je suis sûr qu'après ça, il avait dit c'est sa dernière Coupe du Monde, qu'il voulait arrêter le football très vite, très tôt, qu'il avait la capacité physique de continuer d'avoir une longue carrière. Donc, je pense que là, c'est fini. Il n'y aura plus de Coupe du Monde avec Neymar. C'est dur. La seule coupe que le Brésil a remportée durant les dernières années, c'était sans Neymar. Et c'était en 2019, il n'était pas là. Donc, c'est assez compliqué. C'est très dur pour Neymar. Il va quitter le football brésilien sans avoir laissé son empreinte. À part, c'est un joueur qui manque beaucoup de buts. C'est l'un des meilleurs tireurs de pénalty au monde, c'est vrai. Mais si on cherche la liste des meilleurs joueurs brésiliens, je pense que Neymar il restera comme étant un prospect, comme on veut le dire. C'est vrai, c'est mon avis à moi, parce que si on cherche la liste des joueurs brésiliens, quand tu prends les Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Romario, Ronaldo, bon, il y en a aussi qui ont fait beaucoup de choses, mais qui n'ont pas vraiment eu de longue carrière. Mais au moins ils ont gagné avec le Brésil. Adriano, la Copa América 2005, où il termine l'Argentine. Voilà, Daniel Alves, Cafu, Julio César, Doni, Lucio, c'est Roberto. C'est triste, mais c'est triste. Bon, Neymar, c'est le talent pur, mais c'est juste le talent pur. Avec lui, on n'a jamais rien gagné. C'est dur pour être aussi bon et ne jamais rien gagner avec ton pays. C'est handicapant pour une carrière. Et tu as gagné qu'une seule Ligue des Champions et que ton image a été salie par rapport au fait que tu as fait le choix financier plus par rapport au choix de carrière où tu étais dans l'une des plus grandes écuries européennes, tu t'en vas dans une écurie, dans une... Bon, le PSG, j'en parle pas, mais voilà, tu vas dans un projet qui n'a pas vraiment d'assurance de quoi que ce soit et tu arrives, il y a un enfant qui sort de Monaco, qui vient, et que maintenant tu es devenu son ami, ensuite tu es devenu son sous-fifre, ensuite tu es devenu son ennemi, parce que vous vous entendez plus. En tout cas, Neymar, c'est beaucoup de regrets. Casemiro aussi, Casemiro, heureusement qu'il a gagné la Copa, mais qu'on avait gagné la Copa avec Casemiro.
c'est une génération qui s'en va. Thiago Silva, bon, au moins ils ont gagné une coupe sans Neymar. Mais voilà, c'est triste pour lui. Maintenant, il faut miser sur la jeunesse. Les Alex Telles, Bremer, Militao, Marquinhos. Il faut trouver un latéral droit. Il y a Dodo, il y a Vinicius Tobias qui est au Real Madrid, Rodrigo, Vinicius, Paqueta, Bruno Guimaraes qui, je suppose, va devenir le nouveau numéro 6, la nouvelle sentinelle de cette équipe brésilienne pour remplacer Casemiro. Fabinho et Casemiro, ils s'en vont. Donc je pense que Bruno Guimaraes va devenir le numéro 6 de cette équipe. Joel Linton qui va intégrer, je suppose, l'équipe très bientôt. Gabriel Jesus, s'il reste sur sa même lancée et qu'il arrive à retrouver son niveau après son opération, pourquoi pas. Richard Lisson, ok. Rafinha, ok. Anthony, s'il continue à progresser et qu'il change son style de jeu, on peut compter sur lui aussi. Donc c'est une équipe jeune. On avait essayé de faire un mélange entre expérience et jeunesse. Maintenant, cette jeunesse a de l'expérience. Maintenant, on espère que la Copa América qui arrive, ils vont encore gagner encore plus d'expérience et que pour la prochaine Coupe du Monde, qui gagneront la Copa América, qu'ils iront à la Confédération et que la prochaine Coupe du Monde, on ira avec une équipe jeune et un collectif plus solide que ça. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Je vais vous laisser pour cette vidéo. C'est dur de faire une vidéo dans ces circonstances quand tu sais que c'est ton équipe perd et que tu dois expliquer pourquoi ton équipe perd, du moins donner ton avis à toi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, félicitations à la Croatie, félicitations à l'Argentine aussi. Ils ont su gagner là où le Brésil a perdu, c'est-à-dire en gagnant et en défendant, avoir une défense solide. Quand déjà, retenez bien cette phrase, pour gagner une Coupe du Monde, il faut savoir défendre. Si tu ne sais pas défendre, tu ne gagneras pas. Au Portugal, on a Pepe, Ruben Neves, Cancelo, Guerrero, Diogo Dalot, c'est solide derrière. Ils prennent pas beaucoup de buts, c'est solide. Quand tu regardes le Maroc, ils arrivent avec la meilleure défense. Un but encaissé, c'est un autogol. C'est un contre son camp d'Aguerd. La Croatie arrive avec l'une des meilleures défenses. Belgique, ils passent de peu. Le Maroc, c'était un match nul. Et ils ont battu. Qui c'est qu'ils ont battu? Je me rappelle pas. Oh, le Canada, pardon. 4-1. Donc ça c'était une chose. Ensuite ils viennent face au Japon. Ils font le strict minimum, penalty, ils gagnent. Et ils ont fait la même chose avec le Brésil, ils gagnent. Donc en Argentine, l'Argentine a fait la même chose avec la Hollande, c'est la même chose. Argentine, défense solide. Voilà, si t'as pas de défense solide, tu passeras pas. Et la Coupe du Monde, ça se joue sur 7 matchs. En tout cas, bon week-end à tous et on se retrouve demain pour la vidéo du Portugal. En tout cas, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez et on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, vive le foot. À plus.